Alors, et oui, aujourd'hui à l'émission, il y aura des chiens, alors qu'on se retrouve à Saint-Lazare, chez Guide Canin, en compagnie de Julie Sans Regret. Elle nous apprendra concrètement sur son établissement de centre récréatif pour chiens. Allons découvrir les chiens et ses maîtres. Bonjour Julie, merci de nous accueillir chez Guide Canin. Julie, qu'est-ce que c'est Guide Canin à la base? Guide Canin, c'est un centre d'entraînement multidisciplinaire de sport canin. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre établissement? On fait plusieurs choses qui ont rapport aux chiens, finalement. Donc, on a un service l'essence même du centre, c'est notre école d'entraînement, où on fait des sports canins, mais il y a aussi la pension, le toilettage, on a aussi l'accès aux sentiers, on a des activités, tout ce qui se rapporte aux chiens, finalement. Quelqu'un qui ne connaît pas le sport canin, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est tous les sports qui incluent un chien. Dans le fond, on le fait avec les humains, parce que l'idée, c'est un travail d'équipe. Fait que c'est une équipe qu'on forme avec le chien. Avec le maître et le chien. Exactement. À faire un paquet de choses soit que le chien a été reproduit pour faire. Donc, si on peut penser à la chasse, on ne fait pas de la chasse ici, mais on pourrait faire du rassemblement de troupeaux, des sports ratiers, tous les sports de tir. Donc, le chien qui nous tire en ski, en bicyclette, en traîneau, exactement, ou à course à pied. Dans le fond, c'est tous les sports qui relient la complicité des humains et des chiens. Et puis, bien, naturellement, le sport canin, qu'est-ce qu'on voit? Il y a plusieurs terrains de jeu de notre côté. Est-ce que c'est ça qui vous caractérise le plus ici? L'agilité, en fait, c'est mon sport préféré. Fait que c'est ça qui prend le plus de place. Puis c'est aussi le plus populaire des sports parce que, bon, ça passe à la télévision. Puis c'est un sport qui demande une grande complicité puis un grand esprit d'équipe entre l'humain et son chien. Fait que ça fait, dans le fond, ça l'amène notre relation un petit peu plus loin. Puis c'est ça pour ça qu'il est populaire, je pense. Puis ça donne l'occasion à l'humain et au chien de dépenser de l'énergie, puis de courir, puis d'avoir du plaisir. Est-ce que c'est au niveau de votre école, parce qu'on en parlait à caméra fermée tout à l'heure, c'est comme si c'était une école traditionnelle, mais de chien avec son maître. Exactement. Et puis il y a des devoirs, il y a des professeurs. Oui. Quelqu'un qui arrive ici chez Guide Canin, comment ça fonctionne pour adhérer à pratiquer ce genre d'activité-là avec leur animal? Bien, on vous prend en charge à partir d'un jeune âge. Donc, idéalement, quand le chien il est bébé, il a 7, 8, 9 semaines. Puis on commence avec des cours d'obéissance de base ou de maternelle qu'on appelle, spécialement formulés pour les jeunes chiens, pour qu'ils apprennent, dans le fond, à apprendre. Fait que c'est ça l'idée au début, c'est de faire en sorte que l'humain soit le plus efficace possible dans son apprentissage et le chien aussi soit le plus épanoui ou le plus qui comprenne le mieux, dans le fond, les instructions de l'humain. Fait que ça part au début, là, bon, l'apprentissage de la propreté, pas mordiller, pas sauter sur les gens, pas faire les comptoirs et tout ça. Puis quand les gens ont ça, qui maîtrisent cette partie-là, exactement, là, il y a un paquet d'affaires qui s'ouvrent à eux autres. Puis s'ils ont le temps, s'ils ont le goût de passer du temps avec leur chien, des fois, ça commence avec des chiens qui sont tannants. Puis là, les gens, ils commencent par les cours, puis là, ils se disent, puis là, ils se rendent compte que ça fait super du bien à leur relation. Le chien, il est plus calme à la maison, ils sont plus efficaces dans leur entraînement. Puis là, ils découvrent plein d'activités à faire. Parce que c'est une façon de perdre un peu d'énergie à venir ici. Certainement. C'est d'une façon constructive. Au lieu de courir après un écureuil, les autos, les bicyclettes, bien ça, c'est courir, mais d'une façon un petit peu plus structurée. Et puis, à la base, c'est d'avoir vraiment un lien étroit avec le maître et le chien. Exactement. On parle pas du tout là, de parc à chiens. C'est pas le style de on enlève la laisse, fais ce que tu veux et ça va être bien le fun. C'est vraiment dans un truc de travail, donc une éthique de travail. C'est structuré. Exactement. Il faut que le chien il apprenne à faire une job qu'il va aimer un jour, mais qu'il faut qu'il l'apprenne. Puis à l'humain, à bien diriger son chien, à bien donner des instructions pour que ça soit clair.
Alors, Julie, on vient de faire notre entrée dans le vaste terrain de jeu. On va rencontrer un premier chien qui commence là, à la pratique. Exactement. Une première équipe, donc c'est Brooklyn, le pitbull, avec Chelsea. Les deux sont novices, donc on pourrait dire débutants. Ils sont pas tout à fait prêtes à commencer leur carrière de compétition. Fait qu'on a plusieurs choses à travailler encore, dont notre équipe, dont la complicité de notre équipe. Puis c'est la partie qui est le plus difficile. Montrer les équipements, c'est pas difficile. Ça prend 5 semaines, là, on fait le tour de l'équipement. Travailler notre équipe pour devenir une équipe, pour qu'on puisse avoir une belle complicité, exactement, ça, c'est long. Puis on est dans la partie de former son équipe avec Brooklyn puis Chelsea. Très hâte de voir ça. OK. Fait que là, on vous présente une introduction à l'agilité. L'agilité, c'est bien, on peut en parler. Là, Julie, on peut le dire, ça commence mal. C'est ça. Ça commence très mal. Parce que la première faute, donc, la barre, il faut qu'elle reste debout. OK. Donc, il faut que le chien, elle va aller visiter tout le monde. Elle fait du tourisme canin. Ben oui, mais c'est correct. Donc, elle n'est pas habituée aux caméras. Ensuite, elle va faire le slalom. Pour avoir le slalom avec succès, il faut qu'elle fasse en séquence, dans le fond, la série de 12 poteaux. Puis il faut absolument qu'elle rentre son épaule gauche à droite de la première pôle. Fait que là, quand elle va... Là, c'est pas correct. Il faut qu'elle rentre absolument à la... Fait que le chien, dans le fond, il est entraîné à rentrer à la bonne place. OK. Puis là, justement, si on revient au poteau à la barre qui a tombé suite au premier saut, c'est une erreur de parcours. Là, habituellement, en compétition, il y aurait 5 points qui seraient perdus. Exactement. Puis l'idée, c'est de le faire sans faute d'obstacle ni de temps. On a fait le slalom. Ensuite, on va faire le saut de puissance. On va faire la chute. Il faut que le chien apprenne, dans le fond, à faire la chute. On va faire nos... Là, on a une erreur de maniement, que ça s'appelle, parce que des fois, c'est l'erreur du chien. Quand il fait tomber la barre, bon, elle était assise trop proche, elle a fait tomber la barre. Là, le chien a occasionné un refus, donc il a refusé de sauter le saut. Mais là, c'était de la faute de Chelsea. C'est pour ça que c'est un travail d'équipe. Il faut que les deux, il faut que l'humain sache où il s'en va, puis il faut aussi qu'il dirige bien le chien. Puis je vais vous parler parce que c'est ça. Puis là, il faudrait faire... On a fait un croise-arrière, on appelle le chien. Là, il n'y a pas de faute encore, sauf que là, on perd du temps. Oui, c'est ça, naturellement. Là, parce que c'est chronométré, la course est chronométrée. Donc, il faut qu'on aurait mesuré le parcours, puis on aurait dit, admettons, que c'est 100 verges. Oui. Et on a 2,3 verges secondes. Fait qu'il faut que le chien, il court dans ces 2,3 verges secondes-là. S'il prend, mettons, 23 secondes pour le faire, puis il dépasse le temps permis, il n'a pas son parcours qualificatif, puis il y a des fautes, autant de secondes qu'il a pris de trop, il y a des fautes comme ton 5 points, ça s'ajoute en points à ton... Parce que dans l'ensemble, c'était bien, là, juste au niveau de la perte de temps. C'est ça. Au niveau des obstacles, c'était bien. En fait, là, Brooklyn n'est pas encore rendue à l'étape compétition. Elle est encore à l'étape de pratique parce qu'elle a besoin, justement, d'être capable de pratiquer avec des distractions. Juste nous autres, avec elle, dans l'enceinte, ça fait en sorte qu'elle était un petit peu moins concentrée. Puis ça, c'est des fautes de novices, dans le fond. C'est comme ça qu'on commence. Fait qu'on se dit, tu sais, on a de l'air, on regarde ça à la télévision, c'est le fun, le chien va avoir du plaisir. Bien là, il faut aussi que l'humain ait du plaisir. Puis c'est beaucoup d'ouvrage. Il faut motiver le chien, il faut qu'il reste avec nous autres. C'est combien d'heures de pratique avant d'adhérer à ce que le chien... Il fasse un parcours novice, là. Mettons, là, je pourrais dire, ça prend 1 an. 1 an, si on vient là, à toutes les semaines assidûment, puis on fait une pratique par semaine à la maison, parce qu'on n'a pas besoin de l'équipement pour pratiquer. Chelsea pourrait faire toutes ces pratiques-là, garde à se reporter, le chien il se reporte sur son doigt, puis qu'elle fasse toutes ses croisées. C'est beau, ça. Parce que l'idée de l'agilité, comme vous avez pu voir, c'est toujours de rester à l'intérieur du tracé que le chien fait. Parce que nous autres, on veut courir moins, dans le fond, que le chien. Effectivement. Fait que donc, il faut toujours prendre le saut de ce côté-là, les poteaux de ce côté-là. Parce que si Chelsea serait de l'autre côté, il faudrait qu'elle court plus. Fait que l'essence même, c'est d'être capable de diriger son chien d'une façon efficace.
Puis que les lignes soient le plus droit possible pour que le chien comprenne bien la job qui continue. Fait que donc, elle va avoir fait des croisées quand elle va avoir eu l'attention du chien. C'est ça le plus dur, là. Oui, c'est ça. Bien, une journée comme aujourd'hui, le fait que des caméras qui soient présentes, nous, on soit présents sur le terrain, c'est une bonne pratique pour le chien, pour lui montrer qu'il y a autre chose que juste le maître et lui dans l'enclos. Puis ça, c'est typique. Hein? Souvent, les gens, ils viennent pratiquer, ils pratiquent ici, ah, ça va bien, là, ils se sentent super hot. Ils arrivent en compétition, c'est autre chose. Puis là, c'est n'importe quoi. Puis c'est pour ça que c'est un test. Tu sais, souvent, on dit les gens, on est-tu prêt, on est-tu prêt? Bien, pour être prêt, là, il faut qu'on aille 100 110 de résultats, dans le fond, dans notre pratique. Puis quand on est prêt, c'est là qu'on s'en va passer le test. Puis quand on passe le test, puis on est bon, bien, on continue. Hey, Brooke! La plus grande qualité, je pense, que les manières devraient avoir, ou les gens en général qui entraînent des chiens, c'est la patience, puis un sens de l'observation incroyable pour pouvoir être capable de lire le chien, finalement. Et on voit que c'est vraiment demandant autant pour le chien et pour le maître. Il doit avoir une complicité énorme qui doit se créer entre les deux afin d'adhérer parfaitement à cette pratique. Alors, c'est de voir le cheminement que le maître et le chien doivent faire ensemble pour arriver à un but de réussir ces épreuves-là. C'est incroyable, puis on peut voir qu'il y a beaucoup de temps qui doit être mis et consacré avant d'arriver à un produit aussi beau. Ma motivation primaire, c'est de voir des équipes naître. C'est de voir quelqu'un arriver ici en disant « j'ai un problème avec mon chien », puis de les voir cheminer, puis de les voir comprendre qu'est-ce qui est finalement le monde des chiens, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec un chien, puis quelle complicité ils peuvent développer avec ce chien-là. Cette relation-là qui se développe, puis qui devienne que c'est commencé dans le fond avec j'ai un problème avec mon chien, puis c'est devenu, ben mon chien fait partie de mon hobby, puis c'est ça que je fais après le travail, puis je m'entoure de gens comme moi aussi, fait que c'est ça qui est le plus passionnant dans le fond. Alors, Julie, on accueille maintenant un chien avec beaucoup plus d'expérience que le premier qu'on a rencontré. En fait, un chien et un manieur avec beaucoup plus d'expérience, parce que ça va aussi ensemble, là. Alors, oui. on va voir à quel point que ça peut avoir une si grande différence. C'est ça. Là, on a un chien qui est un petit peu plus apte à l'agilité, donc il a un ratio poids-hauteur un petit peu meilleur. Ils doivent peser le même poids, finalement, mais le deuxième est beaucoup plus agile, étant un berger australien. Toute la gang des chiens de troupeau, en agilité, c'est des chiens qui sont très, très performants. C'est des chiens de travail qui ont été développés pour travailler, qui ont une belle complicité avec leurs humains, génétiquement, dans le fond, même avant même de les avoir travaillés. Fait qu'on a plus de performance. C'est des chiens qui sont beaucoup plus performants. C'est une des deux races, dans le fond, les plus populaires en agilité quand on fait ça d'une façon compétitive. Allons-y. Good! On fait notre position de départ et... Ça, c'est toujours comme ça, la position de départ? Non, il aime ça, faire ça. Lui, c'est parce que ce chien-là aime ça. OK. Oui. Puis là, dans le fond, il va avoir à sauter, à négocier le contact. Faut qu'il touche au jaune. Puis on récompense le chien parce qu'il touche au jaune. Des fois, on veut, en fait, perdre quelques secondes pour s'assurer de ne pas perdre de points sur notre zone de contact. Puis est-ce que le pneu, c'est une difficulté pour le... C'est une difficulté supplémentaire par rapport au saut simple parce qu'il faut que le chien, il non seulement saute par-dessus, mais saute en dessous. Il faut qu'il s'enligne, dans le fond. Okay. Fait qu'il faut que... Ça, c'est un des sauts qui est le plus difficile pour le chien. C'est ça. Puis là, il y a les sauts de puissance. Les sauts de puissance où il y a un saut en largeur. Oui. Il y a les sauts avec des ailes, donc avec des petites clôtures, puis les sauts pas d'ailes. Les sauts avec des ailes, ça implique que le chien, il faut qu'il soit un petit peu plus loin de nous.
Fait que quand on commence, c'est un petit peu plus, difficile, exactement. Il y a les tunnels, la chute. La chute, c'est l'obstacle qui est difficile aussi parce que le chien, il faut qu'il apprenne à pousser dans le fond pour sortir. Puis ensuite, ce qui est le plus difficile à montrer au chien, c'est une des plus difficiles, c'est la balançoire, parce qu'il faut qu'il apprenne à lui-même. Il faut qu'il y ait une stabilité là, à la toute fin. Exactement. Puis lui-même, de savoir où est son point de pivot. Puis le slalom. Le slalom aussi, tu veux faire le slalom, Lauriane? Le slalom, c'est l'obstacle le plus long parce que, premièrement, on ne peut pas commencer trop jeune parce qu'il y a un déhanchement qui fait qu'on veut que le chien soit mature physiquement avant de commencer. Fait qu'on commence l'entraînement des poteaux à 1 an. Puis si on fait bien ça, là, ça va prendre à peu près 2 mois à montrer au chien la job pour pas qu'il... Puis ensuite, ça va faire de la pratique, dans le fond, pour toujours qu'il ait du succès à le faire. Fait qu'il faut toujours qu'il rentre à son épaule gauche, le chien à droite de la première pôle, puis il faut qu'il fasse... Sinon, c'est une erreur. Exactement. Puis il doit faire les 12. Les 12 en séquence, sans arrêter, sans sortir, sans reculer. Fait que dans le fond, c'est l'obstacle le plus long à montrer au chien, puis c'est le moins naturel. Tu sais, dans le bois, là, on va voir notre chien sauter à travers, sauter par-dessus un bois ou un tronc d'arbre. Les slaloms, on ne pourra jamais les voir dans les... Puis il faut qu'il aille aussi il faut qu'il aille son footing. Dans le fond, ses pieds, de savoir où il met ses pieds en fonction des poteaux. Fait que c'est très, très long à montrer. Il est vraiment, vraiment bon. C'est un chien expert. Est-ce qu'à la base, c'est un chien qui adhère à cette pratique-là? C'est un berger australien. C'est une des 2 races les plus populaires en agilité. Okay. Là, il faut voir, c'est un berger australien, puis lui, il a une queue parce que c'est un chien d'agilité. On veut qu'il ait sa queue. Dans le fond, on veut pas couper sa queue parce que sa queue, c'est un très, très bon gouvernail et puis ça l'aide beaucoup. Donc, c'est une génération de chiens qui ont été élevés, dans le fond, exclusivement pour l'agilité, pour être le plus performant possible. Fait que donc, c'est un grand chien, fait qu'il saute haut. Un chien qui n'aurait pas de queue comme celui-là, il serait moins... performant. Là, on s'entend, là, on parle de centièmes de seconde. Oui, mais au bout du compte... Mais quand même. Puis au niveau de l'équilibre, au niveau d'un paquet d'autres choses, c'est toujours mieux d'avoir tous ces attributs, dans le fond. Fait que donc, c'est un berger australien avec une queue, parce que la majorité des bergers australiens, ils n'ont pas de queue. Souvent, les gens, ils ont de la difficulté à différencier les border collies des bergers australiens. Parce que le border collie a une queue, puis le berger australien, il n'y en a pas. Mais dans ce cas-ci, c'est un berger australien avec une queue. Vraiment intéressant. Et là, vous avez même des compétitions ici, là, si je m'abuse, très régulièrement. Comment ça fonctionne, ces compétitions? On en a 2 fois par année ici, puis on en a 2 aussi à l'extérieur du terrain. Dans le fond, c'est la compétition d'agilité chapeautée par une association canadienne qui régit les règlements, les spécifications d'obstacles, les juges. Il y a des bases à respecter. Exactement. Puis les gens s'inscrivent quand ils sont prêts. C'est comme s'ils passaient un test. Souvent, les gens, ils disent « Ah, moi, je veux juste faire de l'agilité récréative. Je veux pas faire de compétition. » Mais quand on fait l'agilité récréative, puis là, on avance, puis on devient bon. C'est comme si on passait un test, puis on changeait de niveau. Fait qu'on vient, c'est comme le primaire, secondaire, cégep, l'université. Parce qu'il y a des grades derrière tout ça, là, avec les années. Oui. Puis comment ça fonctionne à atteindre certains grades? Il y a des examens, si je m'abuse. Exactement. La compétition, c'est un examen. Donc, le chien se présente, il passe l'examen. S'il réussit son parcours sans faute d'obstacle puis de temps, il y a un parcours qualificatif. Ça prend, en général, 3 parcours qualificatifs, puis il change de niveau. Puis on peut occuper le chien
chien toute sa vie. Fait qu'on peut... un chien peut commencer très, très jeune. En fait, la compétition, on la commence pas avant 18 mois, donc à peu près Puis 2 ans. un poids à respecter aussi, hein? Bien, c'est pas un poids, c'est juste que pour l'agilité, par définition, il faut que le chien soit agile. Fait que si on a un très, très gros chien, ils sont d'habitude pas agiles. Puis si on a un petit chien, bien, il n'est pas capable de faire balancer la balançoire. Comme Beethoven, là, il serait pas capable. Il serait pas bon, mettons. OK. Puis je suis pas sûre qu'il ait bien de plaisir à faire ça, tu sais. Puis aussi, à la base de tout ça, il n'y a pas seulement l'amusement ici. Là. Il y a aussi, vous avez le toilettage, parce que juste quand on rentre, là, il y a une panoplie de chiens à l'entrée. Il y a le toilettage, il y a le gardiennage. Alors, il y a plusieurs services là, qui englobent Exactement. le guide canin. L'idée, c'est de venir puis d'avoir sous un même toit la majorité des services que les gens avec les chiens peuvent avoir besoin, finalement. Est-ce qu'un centre comme ici, c'est l'un des seuls au Québec? Ça commence bien. Le centre il est établi depuis une dizaine d'années. L'école existe depuis 20 ans. On a pignon sur rue ici depuis une dizaine d'années. Mais ça s'en vient parce qu'il y a un besoin. On le voit, on a des clients de partout, Laval, Boucherville, Mont-Tremblant, Trois-Rivières. Fait que les gens se déplacent pour avoir accès à des installations de qualité. Mais ça commence. Il y a des centres. Il y a un petit centre à Terrebonne. Ça commence, dans le fond, à prendre l'ampleur puis à Est-ce que c'est s'installer. un marché qui est en grande croissance au Québec? Le marché des chiens a toujours été en croissance parce que les humains, ils changent un petit peu leur relation avec les chiens puis ils ont le goût de faire plus de choses. Ça devient, dans le fond, une activité familiale. Comme les gens auraient un hobby de jouer au golf ou de jouer au tennis, les gens ils vont faire de l'agilité puis ça devient une activité familiale puis tout le monde s'implique puis ça devient le fun. Le sport canin, en général, c'est sûr qu'au début, on le fait pour avoir la paix à la maison, pour calmer le chien, mais après, on le fait aussi que ça devient un hobby. Il y a un plaisir qui se crée avec Exactement. le temps. Puis dites-moi, qu'est-ce qui caractérise le guide canin? Son école, je pense. Le fait de l'idée, puis la grosse... Ce qui est important pour nous autres, c'est que les gens aient du plaisir avec leur chien. Qu'ils commencent à venir chercher des instructions parce qu'ils n'ont pas de plaisir, mais de leur redonner le goût du concept du meilleur ami de l'homme. Le chien, là, c'est le meilleur ami de l'homme. Mais au début, c'est peut-être pas ça. Mais on veut leur donner des outils, dans le fond, pour que ça le devienne, puis pour qu'il ait du plaisir à le faire. Dans le fond, la caractéristique, je pense, c'est vraiment d'avoir du plaisir avec son chien, de redécouvrir ça. Jusqu'à combien de chiens vous pouvez accueillir ici par semaine? On voit environ, dans les cours comme tel, on voit environ 250 chiens par semaine. Fait que c'est des gens qui viennent à toutes les semaines. C'est une clientèle qui est régulière, j'imagine. En fait, il y a à peu près la moitié. Fait qu'on dirait, mettons, 125, 150, ou c'est des gens qu'on voit pour une session de 5 semaines, puis après, on les voit plus parce qu'ils sont venus chercher les outils, parce qu'ils ont eu les réponses à leurs questions. Puis on a environ 100, 150 utilisateurs fréquents toutes les semaines, toute l'année, qui viennent pratiquer, qui viennent marcher, qui viennent faire du ski, faire de la bicyclette avec leurs chiens, finalement, qui profitent des installations. C'est comme l'école, mais en plus le fun, finalement. Il faut que ça soit le fun. Si c'était pas le fun, le monde, il le ferait pas. Merci beaucoup, Julie. Bienvenue. Je pense que les gens de mon entourage, ils perçoivent mon métier comme quelque chose comme une passion. C'est pas vraiment un job. C'est un passe-temps, dans le fond, parce que c'est ça. C'est ma vie, ma job, ma réalité, c'est pas mal un passe-temps. Puis je suis entourée de gens qui sont passionnés comme moi. Fait que c'est super intéressant de passer nos journées comme ça au travail. Bien, Julie, pétillante, souriante, elle adore son travail. C'est vraiment agréable d'avoir passé l'ensemble de la journée avec elle pour le tournage de cette émission-là. À la base, oui, l'activité est intéressante, c'est interactif, il y a un beau lien d'amusement avec le chien et le maître, mais c'est un très bel endroit à venir visiter. Là. Agréablement surpris de ma visite aujourd'hui. Là, Julie, j'ai la fameuse hache du chien. Alors, je vais tenter... Fait que je te lance un défi de courir Zeke, le super berger australien. Bon, d'après moi, s'il réussit à sauter là, ça va être déjà bon pour moi. OK. Fait que là, il faut qu'il parte d'ici. Il peut partir de là. OK. Il Il m'écoute déjà. C'est ça. Ready? 1, 2, 3, go! Là, il... Jump! Faut que je parte à courir. C'est un truc d'équipe, là. Je pensais que je suis couru. OK, go! Tunnel! Saute! Saute! Hey, il saute ben trop vite pour moi. Pont! Target! C'est target. Hop, ça, c'était la balançoire! Oh, ben là, la balançoire, il y a de la misère avec moi. Hein? Il y a pas, OK, c'est on va pas essayer. lui qui a de la misère avec la balançoire!
Good. Yeah! Je suis bon, hein, quand même? C'est plus dur que ça a l'air, hein? Oui. Mais c'est parce qu'il court extrêmement vite. Ben oui, mais il faut que tu cours vite aussi, là. Oui, effectivement. C'est ça l'idée. Il faut avoir un bon cardio aussi. Oui, quand exact. tu le fais régulièrement. Là. Exactement. Mais c'est ça qui est. Il m'a sauvé quelques fois. Oui, là. mais c'est ça, le propre d'un esprit d'équipe, c'est que tu sauves mes fesses, je sauve les tiennes. C'est ça une équipe. Fait que c'est ça. Il était un bon team partner, là. Excellent. Bien, premièrement, je dois le dire, je me suis surpris moi-même et le chien m'a surpris, entre autres, le chien m'a surpris parce que je ne pensais pas que le chien aurait réagi d'aussi belle façon alors qu'il n'y a aucune complicité entre moi et le chien qui existe ou pratiquement. C'est sûr que le chien à la base aide beaucoup parce que le chien est un chien qui a beaucoup d'expérience, il est rendu à un niveau très élevé, mais c'est de voir le côté physique que ça demande au maître. Là, je l'ai fait pour une tentative, ça a bien été, mais le faire 10, 15, 20 fois, le cardio devient primordial pour le maître et pour le chien aussi. C'est très intéressant de voir à quel point c'est demandant physiquement au niveau de la course parce que le chien, à quelques reprises, là, il était plus vite que moi. Julie, merci beaucoup. Ça fut très intéressant de nous accueillir. J'ai été quand même relativement bon pour une première fois avec le chien. Oui, absolument. Julie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des choses pour Guide Canin? Écoute, que nos projets continuent. On a plein de projets en tête d'agrandissement du chenil, de bergerie et tout ça. Puis de continuer à avoir une belle clientèle qui vient s'amuser chez nous. Julie, merci beaucoup. Gardez cette grande passion. Merci. Au revoir. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur.